Voilà, les Tutsis reviennent, les Kafars viennent vous coloniser. Personne ne nous disait plus bonjour, personne ne voulait plus nous croiser. Ça y est, c'est bon, on va être chassés. Dans l'histoire que les colonisateurs avaient écrite, ils disaient que les Tutsis étaient venus d'Éthiopie. Que c'était ils sont venus pour envahir le Rwanda, comme si c'était des colonisateurs qui sont arrivés avant qu'on les envahissait en fait. Alors voilà, les envahisseurs reviennent et ils vont vous exterminer. Et si vous ne les dévancez pas, ils vont vous tuer. Tout simplement. Après, c'était dans les journaux, c'était la radio nationale, c'était la radio des Mille Collines, et ça tournait en boucle. Avril 94, j'étais au lycée, enfin, à l'école secondaire, on appelle ça au Rwanda. Je terminais l'école secondaire. J'avais 19 ans, dans la brochure c'est marqué 20 ans, mais je suis né le 25 décembre. Donc j'avais fêté mes 19 ans le 25 décembre 93. Le génocide a éclaté au mois d'avril, donc je n'étais même pas encore dans la moitié de mes 20 ans. On était en vacances de Pâques, c'était un mercredi, le 6 avril. On devait normalement retourner à l'école le 11 avril. Cette journée, cette date m'a fait très mal parce que j'avais passé ma soirée du 5 avril à Mamiza à Bukavu parce que je suis originaire de la région de l'ouest du Rwanda. À l'époque, on parlait de Cyangugu. Commune Kamembe, aujourd'hui district de Rusizi. Avec donc mes amis, on était allés passer du bon temps à Bukavu le 5 avril. On a passé la soirée là-bas. On est rentré le 6 avril le matin. Donc on a traversé la frontière le 6 avril le matin. Malheureusement, le soir, on annonce la mort du président Habyarimana. Vous savez ce qui s'est passé. Tout de suite, ils ont bouclé les frontières. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rentrer. J'ai regretté, je me suis dit, pourquoi je suis rentré ce matin? Pourquoi je n'ai pas prolongé une journée de plus mon amusement à Bukavu? Voilà, donc le carvet commence pour les Tutsis. Ça a commencé et bien évidemment le 7 avril. Presque dans toutes les régions du pays, notamment dans la capitale à Kigali, mais chez nous, à Cyangugu, ça a commencé, pour moi, ça a commencé le 8, oui, exactement le 8, parce que le 7, on a passé la journée à la maison. J'ai essayé de sortir
J'ai vu que mes amis, mes proches, avec qui on allait prendre un café, avec qui on discutait, on rigolait, personne ne nous disait plus bonjour, personne ne voulait plus me croiser. Et mes parents m'expliquent, ça y est, en 1960, en 1959 d'abord, en 1960, en 1973, et ainsi de suite, ça a été toujours comme ça y est, c'est bon, on va être chassé. Et voilà, aujourd'hui, on ne passe pas la nuit à la maison, on va dormir dehors, parce que c'est comme ça qu'on faisait à chaque fois qu'il y avait une telle occasion. Le 7, le soir, on a passé la nuit dans les plantations de bananiers. Donc on a quitté le domicile. On a dormi dans les brousses. Le lendemain, le 8, on est revenu à la maison pour pouvoir chercher quelque chose à manger. Et ma mère s'est mise à la préparation du repas. Et je me souviens, je me rappelle, à 10h, 10h30, comme ça, c'était prêt. C'était prêt. On allait commencer à manger et puis d'un coup, on attend le bruit terriblement assourdissant. Il y avait des tambours, il y avait des sifflets, il y avait des casseroles, il y avait toutes sortes d'objets qui pouvaient faire un peu plus de bruit. On n'était pas informés, mais à gauche, à droite, quelques Tutsis connus, comme des commerçants et autres. Depuis ce matin, ils étaient déjà morts. Et dans quelques minutes, ça n'a pas pris même pas 30 minutes ou 20 minutes, ça se rapprochait de notre quartier. Et tout de suite, on a sauté, on a couru. Voilà, et comme j'avais passé la nuit dans la brousse, et je portais des vêtements durs, un pantalon et une chemise jean avec des baskets solides. Et on saute, on court, chacun court de son côté. Je suis parti seul vers ma direction. Je ne sais pas où mon père est allé, parce que jusqu'à aujourd'hui, même les années, pendant toutes ces années où je vivais encore au Rwanda, j'ai cherché partout. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu trouver le corps de mon père. Il y a même certains génocidaires qui nous donnaient des renseignements comme s'il avait été jeté dans un trou quelque part vivant, mais on a cherché dans ce trou, on n'a rien trouvé. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, ce qui est arrivé. Ma mère part de son côté, sûrement, mes frères et sœurs aussi. Mais moi, à ce moment-là, je cours vers le lac Kivu, qui n'était pas très loin de chez nous. Il y avait quand même une pente. Je cours et puis j'arrive au bord du lac. Je reste là toute la journée et j'essaye d'amadouer les gens, on appelle ça en Kinyarwanda abashi, c'est des gens qui voilà, qui avaient des pirogues et qui faisaient qui faisaient la pêche. Je leur demande de me faire traverser le lac, parce que après le lac, c'est à l'étranger, c'est au Congo, et ils me demandent de l'argent.
En tant que jeune de cet âge-là, au Rwanda à l'époque, au Rwanda, on ne donnait pas, encore au moins à la campagne, on ne donnait pas aux enfants l'argent de poche comme on peut le faire aujourd'hui. Et j'avais rien du tout. Il me dit, on ne peut pas te faire traverser si tu ne donnes pas de l'argent. Il refuse catégoriquement et je restais là toute l'après-midi, assis, en train de contempler le lac, sous un arbre. Et comme par hasard, heureusement et d'ailleurs, vers le soir, vers 17h comme ça, il y a la pluie qui tombe abondamment. Et d'ailleurs, il faut souligner que la pluie a contribué à la vie de pas mal de rescapés et qui ont quand même survécu au mois d'avril. C'est grâce à la pluie. Souvent les génocidaires, les assassins, et voilà, ils allaient se cacher quelque part. Eux, ils voulaient pas. C'était un travail comme les autres. Ils ne voulaient pas rester travailler sous la pluie. Ils ne voulaient pas. Et la pluie tombe, mais moi je restais là sous la pluie. Et dans quelques minutes, déjà c'était la nuit, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage public. Voilà, la nuit tombe vite, c'était la nuit. Et là, la nuit, je remonte, je retourne, j'ai envie de retourner dans mon quartier, mais je ne suis pas allé quand même. Mais à ce moment-là, ce soir-là, partout les maisons brûlaient, partout les génocidaires assassinaient des vaches. Il y avait le bruit des vaches partout. Ils buvaient de la bière, ils criaient. Il y avait des milliers de positions avec le feu, autour du feu, parce qu'ils allumaient le feu. Et il y avait le bruit aussi des portes des maisons qu'ils essaient de défoncer à gauche à droite, parce qu'ils savaient bien quand même où habitaient les Tutsis. Là-bas, tout le monde connaît tout le monde. Et j'évite de marcher dans une rue où je pourrais croiser quelqu'un. Et mes déplacements, à ce moment-là, c'est traverser les champs, c'est traverser les plantations de bananiers, dans les brousses, où je ne pourrais pas rencontrer qui que ce soit. Mais là, je me suis dit, je ne retournais pas quand même là où on habitait. Je grimpe dans un arbre. Donc je passais toute la soirée, toute la nuit dans un arbre. Et le lendemain, le 9, le matin, je me suis dit, si le jour tombe, je vais me faire choper. Et que je me suis dit, il faut que je me déplace, il faut que je quitte cet endroit. Et là, je descends de cet arbre vers 4h du matin. Et 4h du matin, j'essaie de suivre le conseil que nos parents nous donnaient à l'époque, qu'on ne tuait pas les gens qui se retrouvaient à l'église, la paroisse. Et moi, je me dirige vers la paroisse la plus proche, la paroisse qui s'appelle Nkanga. Et toujours en suivant l'itinéraire dans des bananiers, dans les champs, dans les brousses. Et très tôt le matin, j'arrive à la paroisse. Il y avait énormément de réfugiés. Il y avait au moins, je dirais, 4 à 5 000 personnes qui étaient là, qui étaient venues de gauche à droite. Mais en arrivant sur place, il n'y avait aucune personne de ma famille. Il n'y avait aucune famille de ma famille. Voilà. Donc je restais là, mais vers un jour après, je crois vers samedi, le 10,
C'est là où j'ai vu ma mère avec mes deux sœurs qui débarquent, qui arrivent à la paroisse. Ils étaient complètement déchirés, déchiquetés, découpés. Je ne pouvais pas reconnaître la couleur des vêtements qu'ils portaient. Ma petite sœur, elle était découpée de façon que sa langue pouvait sortir de sa mâchoire. Et ma mère aussi. C'était une image très très difficile à voir. À la paroisse, il y avait une congrégation des religieuses italiennes. Je les connaissais. Il y avait un centre de santé aussi. Je leur ai demandé quand même de les accueillir, de les intégrer, de les mettre au centre de santé plutôt, et puis de s'occuper d'elles. Et elles ont accepté, elles ont mis en place des lits pour elles. Elles ont commencé à les soigner, mais voilà, on est resté là jusqu'au 18 avril, là où il y a eu une attaque, mais entre-temps, il y avait des petites attaques, mais qui ne réussissent pas à assassiner les gens, massacrer les gens. Mais le 18 avril, il y avait une attaque de plusieurs assassins, de plusieurs personnes. Il y avait bien sûr des civils, des milices, il y avait des gendarmes, il y avait des policiers, il y avait des militaires, ils avaient des armes à feu, ils avaient des grenades, ils avaient des machettes, ils avaient tout. Et ils attaquent le matin à 9h. Et là, le prêtre nous estime l'ordre de quitter l'église. On quitte l'église et il nous met dans une école primaire qui est là. L'école primaire, heureusement, ça a été une chance pour nous, enfin pour certains. C'était reconstruite d'une forme très rectangulaire, avec une sortie et entrée dans chaque coin de cette forme rectangulaire. Et là, nous, cette sortie et cette entrée, on l'a transformée en des positions de défense. Les hommes, surtout. Les femmes, elles devaient normalement ramasser des cailloux de pierre et entasser ces pierres, ces positions. Nous, on s'est défendu avec des pierres et un très grand nombre. Un très grand nombre parmi nous ont été victimes des explosions de grenades. Des armes à feu. Tous les gens qui ont été qui se trouvaient au centre de santé ont été massacrés tous. On les a sortis. Je les voyais parce que je combattais avec les autres dans la cour de cette école. On les déshabillait d'abord. On les déshabillait d'abord. On a tassé les vêtements à côté. Et puis, on leur demandait de l'argent. La plupart, c'était des femmes et des enfants. On les a massacrés tous.
une autre partie des gens étaient réfugiés, se trouvaient au couvent de ces religieuses italiennes. On les a massacrés aussi à l'intérieur. On a combattu jusqu'à environ à 18h. À 18h, la pluie tombait encore. Et les génocidaires se replient, ils repartent. Déjà, il faisait nuit. Et voilà, nous, on se retrouve dans une situation complètement confuse. On se croirait en enfer. Moi, à cet âge-là, c'est la première fois vraiment que je voyais un cadavre. Je n'avais jamais vu un cadavre. Et il y avait des cadavres partout. Pour aller voir s'il y avait quelqu'un qui était encore vivant, il fallait marcher sur les cadavres. Ma mère et mes frères et sœurs, bien sûr, ont été assassinés au centre de santé. Ma mère et mes sœurs. Il y a une petite sœur, ma petite sœur, qui a survécu, mais elle était parmi les cadavres, mais quand elle a été retrouvée après, elle était complètement découpée en morceaux. Et c'est incroyable qu'elle vit toujours encore jusqu'à aujourd'hui. Ce jour-là, on s'est dit, le peu de gens qui restaient, on s'est réunis, on s'est dit, il faut changer l'endroit, il faut repartir d'ici, Alors, on est allé aussi au quartier des prêtres. On a demandé, on a posé la question à un prêtre, où est-ce qu'on peut aller? Parce qu'on n'était pas, on était au moins 200 personnes, et pas plus de 300 personnes en tout cas, sur au moins les 5000 qui étaient là. Là, il nous a dit, il faut aller à la cathédrale. Voilà, à la cathédrale quand même, il y avait un déplacement quand même à faire, cathédrale de Tiangougou. Là, on a tout de suite, on est revenu, on a réuni les gens, on s'est dit, on a fait une réunion, on leur a dit, écoutez, il faut quitter, il faut partir, sinon ils vont revenir. Les personnes âgées ont refusé de partir, il y avait mes oncles et tout, ils ont refusé de partir, ils ont dit, on va mourir ici. Effectivement, le lendemain, les génocidaires sont revenus, ils ont massacré tout le monde. Nous, à minuit de cette journée du 18 avril, on est parti, on est allé à Tiangougou, à la cathédrale. À Tiangougou, un prêtre, je ne sais pas qui, un représentant de l'évêque, est venu nous voir. C'était vers 5 h du matin, il nous a dit, écoutez, il faut aller dans un stade de football. Le stade de football de Tiangougou, il y avait énormément de réfugiés. Il y avait en tout cas plus de 10 000 personnes, 20 000 personnes même. C'était un stade de football, mais c'était plein craqué. Voilà, je suis resté dans ce stade. Ils avaient changé le mode de travail fait pour eux. Ils avaient changé parce que cette fois, là, ils amenaient des camionnettes et ils mettaient dedans tout le monde qui sait lire et écrire. Tout le monde. Et ils allaient les massacrer ailleurs. Je ne sais pas. Moi aussi, j'ai été mis dans cette camionnette. J'ai sauté. Je suis revenu au stade. Et quand tu sautais, quand tu partais, quand tu courais, ils ne pouvaient pas te poursuivre, sinon les autres aussi allaient échapper. On est resté là, on ne mange pas, on ne vivait pas, il n'y avait rien, mais sauf le prêtre qui venait célébrer une messe. À ce moment-là, c'était la seule occasion pour trouver quelque chose à mettre dans la bouche. Il fallait au moins faire au moins 5 tours pour toucher l'Eucharistie. Et voilà, on est resté dans cette situation jusqu'au moment où on a voulu, moi je suis resté environ jusqu'au 30 mai, on a voulu forcer et aller au Congo par force. On se disait, mais on se trompait, on se disait, les réfugiés quand même, ils ont le droit de se sauver, mais on se trompait. Même la Croix-Rouge internationale était venue négocier notre
qu'on nous amène au Congo. Il y avait même des camions pour nous amener, mais le préfet de Cyangugu de l'époque, et avec les officiers militaires, tout ça, et les gardes présidentiels qui étaient là aussi, ils ont refusé et on est resté là. Et ce jour-là où on a voulu forcer pour aller au Congo, voilà, on nous a empêché de continuer alors qu'on était sortis du stade. Et voilà, on nous a ramenés dans ce stade. Mais sur le chemin du retour, il y a eu des milliers de gens qui ont été... Parce qu'il y avait un couloir, sur ce couloir, un couloir fait par les milices, les Interahamwe, les militaires et les gendarmes. À chaque fois, ils coupaient, ils tiraient. Et voilà, à ce moment-là, moi-même, il m'avait frappé avec une sorte de gourdin, avec des clous. Ils n'ont pas frappé la tête, mais ils ont frappé mon épaule. J'ai une épaule qui était complètement sortie de mon plate. Et voilà, c'est ce jour-là qu'on a décidé, j'ai dit mes cousins, j'étais avec mes deux cousins de même âge, je leur ai dit, moi je suis touché, je sais ce que c'est, je ne restais pas ici, je saute le stade. Ce soir-là, on a décidé de sauter le stade. On a sauté, on est parti. Bon, au début, ils ont refusé, mais après, ils ont cédé. Ils ont dit, OK, on a toujours été ensemble, on ne te laisse pas partir seul, on part ensemble. La nuit, vers minuit, on a sauté le stade. On est retourné au village, parce qu'un de mes cousins, sa mère était retour, que certains parmi vous connaissent d'ailleurs, qui s'appelle Colette. Et son père était tout de suite mérité déjà massacré, assassiné dès le début du génocide. Et voilà, il nous a dit, écoutez, venez, on retourne au village de ma mère. Voilà, on va chercher ma mère. S'il nous livre à ses frères ou aux autres génocidaires, c'est pas grave, mais c'est ma mère. On a accepté, on est parti, on est allé la voir. Et voilà, c'était vers 2h du matin, on a frappé sur la porte. Elle est venue, elle a ouvert, et voilà, et bien sûr, elle était contente de retrouver son fils, et nous, bien sûr. Et elle a mis en place une petite maison à côté qui était inhabitée. Et on est resté dedans. Même pour nous amener quelque chose à manger ou autre, il fallait attendre la nuit. Et il ne fallait pas que ce soit même ses frères, parce que ses frères quand même massacrés un peu partout, que ça réveille le moindre soupçon. En attendant, elle cherchait un moyen pour nous faire traverser le lac. Comme le Bukavu est sur les montagnes, vraiment très hautes montagnes, on assistait toujours ce qui se passait. On assistait à la mort des Tutsis, toujours. On passait toute la journée assis sur les collines en train d'assister à la mort d'autres Tutsis de l'autre côté. Donc voilà, la maman de notre cousin a trouvé un moyen de nous faire traverser le lac et elle a donné de l'argent, je crois 6 000 francs rwandais à l'époque, c'était énorme. Et puis elle nous a accompagnés au bord du lac, elle nous a donné une boîte d'allumettes remplie parce qu'elle était inquiète et elle ne savait pas qu'on allait vraiment arriver à la destination, donc c'est-à-dire sur le sol congolais. Et il nous a dit, renvoyez-moi une boîte d'allumettes vide. Et comme ça, je saurai que vous êtes arrivés. Voilà, on est parti. On avait quand même des jeunes de 19 ans, on avait la force. On se disait, les deux personnes qui, dans une pirogue, on va les suivre de près. Et après, voilà, on a renvoyé, on est arrivé de l'autre côté du lac, on a renvoyé une boîte d'allumettes vide à la maman. Et voilà, et après, pour faire vite, et après on n'est pas resté très longtemps à Bukavu. On a les membres de nos familles exilés depuis 1959-60 nous ont donné un peu d'argent parce qu'on leur disait qu'on ne voulait pas rester là. On voulait aller très loin du Rwanda. On ne voulait plus entendre parler le Kinyarwanda. Et puis voilà, on est parti, ils nous ont donné des dollars. On est parti en passant par le Vila, le lac Tanganyika, le Kigoma. On est allé à Dar es Salaam en Tanzanie.
on est resté là tout le long du génocide jusqu'à la fin du mois de l'année 94. On est revenu au Rwanda début 95. Voilà un peu de mon vécu 94. Le génocide, c'était un génocide de proximité. C'est les voisins qui ont tué les voisins, c'est les amis qui ont tué les amis, c'est les collègues qui ont tué les collègues. Le district de Rusizi. Avec donc mes amis, on était allés passer du bon temps à Bukavu le 5 avril. On a passé la soirée là-bas. On est rentré le 6 avril le matin. Donc on a traversé la frontière le 6 avril le matin. Malheureusement, le soir, on annonce la mort du président Habyarimana. Vous savez ce qui s'est passé. Tout de suite, ils ont bouclé les frontières. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rentrer. On était en vacances de Pâques, c'était un mercredi, le 6 avril. On devait normalement retourner à l'école le 11 avril. Cette journée, cette date m'a fait très mal parce que j'avais passé ma soirée du 5 avril à Mamiza à Bukavu parce que je suis originaire de la région de l'ouest du Rwanda. À l'époque, on parlait de Tiangugu, commune Kamembe aujourd'hui. Avril 94, j'étais au lycée, enfin, à l'école secondaire, on appelle ça au Rwanda. Je terminais l'école secondaire. J'avais 19 ans, dans la brochure c'est marqué 20 ans, mais je suis né le 25 décembre. Donc j'avais fêté mes 19 ans le 25 décembre 93. Le génocide a éclaté au mois d'avril, donc je n'étais même pas encore dans la moitié de mes 20 ans. Voilà, les Tutsis reviennent, les Kafa viennent vous coloniser. Personne ne nous disait plus bonjour, personne ne voulait plus nous croiser. Ça y est, c'est bon, on va être chassés. Dans l'histoire que les colonisateurs avaient écrite, ils disaient que les Tutsis étaient venus d'Éthiopie. Que c'était ils sont venus pour envahir le Rwanda.
comme si c'était des colonisateurs qui sont arrivés avant, quand des envahisseurs en fait. Alors, voilà, les envahisseurs reviennent et ils vont vous exterminer. Et si vous ne les dévancez pas, ils vont vous tuer. Tout simplement. Après, c'était dans les journaux, c'était la radio nationale, c'était la radio des Mille Collines, et ça tournait en boucle.